Bonjour, bienvenue à cette deuxième session de notre colloque qui débute aujourd'hui sur les 20 ans du SIX. Mon nom est Carole Vincent, je suis directrice générale du SIX. Cet après-midi, on devait avoir deux présentations. On semble avoir des petits problèmes techniques à avoir nos deux présentatrices, mais on en a une. On va commencer par Rabeb Glifi qui va nous, qui est postdoctorante et à l'Université de Sherbrooke qui va nous parler de ses travaux réalisés avec les données de l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes, donc des travaux réalisés au SIX dans un de nos laboratoires. Elle va nous parler des facteurs qui sont associés au non-recours à la mammographie en Alberta. Rabeb, à vous. Merci, bonjour Madame Carole, bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ma présentation, plutôt un de mes articles de ma thèse de doctorat. Donc juste un instant, le temps que je partage ma présentation, veuillez m'excuser. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Est-ce que vous voyez mon desktop? Oui. Ok, perfect. Donc, je suis sur la bonne voie. Oh là là. Pardon. Je suis plein de dossiers. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, c'est bon. Parfait, d'accord. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, donc c'est une étude qui porte sur les facteurs associés au non-recours à la mammographie en Alberta. C'est une analyse, une étude analytique transversale auprès des microdonnées de l'enquête sur la santé, de l'enquête ESC, parfois j'oublie son abréviation, mais l'enquête sur la santé dans la collectivité canadienne, je ne me trompe pas. Et c'était pour l'année 2013-2014. Donc, j'ai eu mon doctorat, entre-temps, j'ai eu mon doctorat en juin 2020. Et depuis octobre, je me suis inscrite à un stage postdoctoral à l'Université de Sherbrooke et à la Faculté de médecine des sciences de la santé, sous la direction de professeur Dominique Tremblay. Mais à partir de 2013 jusqu'à 2020, c'était tout un parcours doctoral pendant 7 ans. C'était une thèse qui porte sur les barrières, de façon générale, sur les barrières et les facilitateurs de l'utilisation de la mammographie auprès des femmes immigrantes. Donc, cette thèse a été portée, comme vous voyez, c'est la thèse, juste la photo qui vous présente le titre de la thèse qui est publiée sur l'Université de Montréal, sur le site de l'Université de Montréal. Donc, cette thèse a été portée sur 3 approches méthodologiques. Donc, une approche, la première, c'était une revue narrative, puis l'étude quantitative, qui est l'étude présentement, que je vais la présenter maintenant. Et dernièrement, et la troisième étude, c'est l'étude qualitative. Donc aussi, au niveau de l'approche quantitative, comme vous voyez à votre droite, on trouve là l'étude quantitative. Donc, j'ai publié cet article au Global Women's Health. Donc, dont le titre est Correlatives of Mammography Utilization in Alberta Using the Mammography Community. Et bien sûr, en ajoutant l'utilisation des microdonnées de l'SEC de 2013-2014. Alors, on sait très bien que tout le monde sait très bien que le cancer du sein, c'est une maladie fatale, c'est une maladie, c'est la deuxième cause de cancer aussi, bien évidemment au Canada. Donc, on estime qu'il y a 26 300 nouveaux cas, donc ça représente 26% de tous les nouveaux cas de cancer chez les femmes. Aussi, on estime qu'en 2017, plutôt en 2017, oui, il y a 5 000 nouveaux cas qui représentent le nombre de décès, plutôt 5 000, dont on estime 13% de tous les décès par cancer.
Donc, ce type de maladie touche les femmes avant de 90 ans et plutôt plus de 50 ans et plus. Quand on estime une femme sur 8 devrait avoir la maladie et une femme sur 31 en mourra. Alors avant, donc la question qui se pose là maintenant, le rapport entre le cancer du sein et la mammographie. On sait tous que en fait, la mammographie, c'est un moyen de dépistage, mais aussi un moyen de diagnostic. Donc le programme de dépistage du cancer du sein au Canada est un programme à l'échelle nationale dans toutes les provinces qui a été créé depuis 1988 et en Colombie-Britannique. Et puis au Québec, c'est en 1994-92, si je ne me trompe pas, donc le chiffre. Et la mammographie de dépistage est conseillée pour toutes les femmes de 50 à 69 ans qu'elles devraient faire ou bien c'est souhaitable qu'elles fassent cette mammographie gratuitement chaque 2 ans afin de détecter la maladie à un stade précoce. Et la problématique ici qu'on trouve que le recours à la mammographie dépend du statut d'immigration ou bien de résidence. À vrai dire, on dit que les femmes qui sont nées au Canada leur recours est de 74%. Et plus les immigrants donc les immigrants de plus de 10 ans ont 70% de recours. Par contre, les femmes ou bien les femmes immigrantes récentes ont moins de recours qui est de 42%. Les immigrantes récentes, cela veut dire que, en fait, les immigrantes de moins de 10 ans. Donc, on voulait savoir ici quelles sont les raisons et les obstacles. Donc, pourquoi cette différence de recours, c'est 30%. Quelles sont leurs raisons? Pourquoi plus la durée de la résidence est longue, plus le recours à la mammographie est important? Donc, c'était de façon générale, soit pour les 3 approches de l'étude de la thèse, des 3 études plutôt de thèse, mais aussi dans l'étude quantitative. Alors, notre objectif général de cette étude analytique est de donner une mise à jour des données du recours à la mammographie à travers, bien sûr, suite à un accès aux microdonnées de l'ESCC de 2013-2014 et nous donner un peu un aspect de raison, bien un aspect pas causal, mais pour nous donner les facteurs associés au non-recours chez les femmes de 50 à 69 ans vivant en Alberta. La question qui se pose, pourquoi j'ai choisi en Alberta? Tout simplement, le module de la mammographie dans le SCC, malheureusement, à partir de 2009, a été posé que seulement au niveau des 4 provinces, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, les territoires nord-ouest et aussi Alberta. Donc, vu de la croissance importante démographique en Alberta, qui représente 2,3%, aussi que la disponibilité des données suffisantes, si on peut dire ça, à la province en Alberta, était important. De ce fait, j'ai pris donc l'échantillon ou bien j'ai pris la population en Alberta. Alors, par rapport aux mesures dans cette étude, donc bien évidemment, on a cherché les femmes, donc on parle du cancer du sein qui touche plus les femmes, et le tranche d'âge de 50 à 69 ans, vu qu'on voulait dès le départ de voir le recours à la mammographie plus de dépistage qui est conseillé de faire dans cette tranche d'âge. Donc, on trouve 1142 femmes répondantes à cette enquête, qui représente à peu près 20% de tous les répondants de l'ESCC en Alberta. Donc, le taux des répondants, c'est 6 000 et quelque chose, donc 6 000 et quelques, plus que 6 000 des répondants. Alors, les variables dépendantes, donc l'autre variable, c'est le recours à la mammographie. Donc, mammographie dans les 2 dernières années. Donc, est-ce que vous avez passé une mammographie? Oui, non ou non. Et les variables indépendantes, soit de caractéristiques socio-économiques par rapport à l'habitude de vie, aux facteurs psychosociaux.
Donc, on a fait, par rapport aux socio-économiques, aux caractéristiques socio-économiques, on a fait, selon les tranches d'âge de 59 ans, donc on a fait cette tranche d'âge en ensemble de 4 tranches, donc vu de l'importance de l'incidence de cette maladie. Et aussi en référant à une étude la plus récente avant notre élaboration de notre étude. Donc, on a fait une mise à jour, si on peut dire ça, de l'étude qui a été publiée en 2008. Aussi, donc, on a vu, on a ciblé, on a vu aussi l'état civil, marié, divorcé, veuf ou non. Donc, niveau d'éducation universitaire, donc il y avait 3 niveaux d'éducation. Primaire, secondaire ou universitaire. Et statut d'immigration, bien évidemment, notre problématique au début, pourquoi on a voulu vraiment voir selon la durée des résidences. Pardon. Malheureusement, au niveau du statut d'immigration et la disponibilité des données, à vrai dire, on n'a pas pu voir selon la durée de résidence. On a trouvé les catégories on a fait au début la catégorisation du statut d'immigration récente, moins 10 ans plus que vers 20 ans, et plus de 20 ans, et ainsi de suite. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de nombre pour le nombre de répondantes pour donner une référence ou bien de donner des données plus représentatives, si on peut dire ça, pour la population. Donc, à vrai dire, on a mis plutôt le statut d'immigration, est-ce qu'elle est migrante ou non immigrante. Et aussi, on a vu le revenu. Donc, selon la littérature aussi, on trouve que les femmes, ce qui a été après validé ou confirmé, que le revenu aussi, le faible revenu est une des raisons de non-recours à la mammographie. Alors, pour l'habitude de vie aussi, on a vu selon le tabagisme, est-ce que fumeuse, non fumeuse, est-ce que si elle fume, elle a un recours plus important à la mammographie ou non, l'activité physique pendant les loisirs, l'IMC, etc. Les facteurs psychosociaux aussi, l'auto-perception générale de la santé. Donc, le sentiment d'appartenance à la communauté, on parle aussi du statut d'immigration, on parle d'une femme, est-ce qu'elle s'adapte bien à la situation actuelle d'immigration, à son parcours migratoire ou non. Aussi, son sentiment d'appartenance à la communauté ou non, ou à vrai dire, d'une façon générale, ce sentiment d'appartenance a un impact ou non de façon générale sur le recours ou non recours à la mammographie. Alors, dans le cadre de cette étude analytique transversale, notre méthodologie est bien évidemment dans le SEC, on fait une pondération, dans la pondération des données, afin de donner des résultats représentatifs de l'échantillon. Donc on a fait une analyse univariée, après bivariée, après on a fait comme vous voyez, une analyse multivariée. Donc, bien sûr, en s'appuyant sur la technique du bootstrap afin de décortiquer ou bien de détecter les erreurs types pour prendre en considération plutôt des effets de conception du sondage de l'enquête et afin de donner des résultats représentatifs auprès des femmes, bien sûr, de 50 à 69 ans en Alberta, et selon les données de l'année plutôt 2013-2014. Et notre seuil significatif de signification statistique plutôt est de moins de 0,05. Donc, en général, grosso modo, je vous invite bien vivement à voir tous les détails des résultats, soit de l'étude de l'analyse univariée, bivariée et multivariée, soit via ma thèse publiée ou bien l'article publié à Global Women's Health. Donc, on estime de façon générale, comme vous voyez, on trouve en rouge, pas de médecin de famille à voir un médecin. Donc, les femmes, de façon générale, de 50 à 69 ans,
ont malheureusement moins de recours à la mammographie, ont la chance, de fois 3 de ne pas faire la mammographie à cause qu'elle n'a pas un médecin de famille. Mais avant de parler de tout ça, on dit qu'on on a constaté que plus qu'un tiers des femmes qui n'ont pas passé mammographie dans les 2 dernières années en Alberta, qui est aux alentours de 33%. Donc, une des causes, comme j'ai dit, que de ne pas avoir un médecin, c'est un facteur majeur. Aussi, être divorcé ou séparé, par rapport aux femmes mariées, on trouve que les femmes qui sont divorcées ou séparées, c'est-à-dire que n'ont pas un soutien, peut-être ça pourrait vraiment être une raison derrière cette confirmation, si on peut dire ça. Les femmes divorcées séparées se trouvent dans un isolement social ou bien moins de support, ce qui leur permet de ne pas faire la mammographie et dans la chance et 2 fois. Aussi, les femmes de 55 à 59 ans, c'est-à-dire au début de la tranche d'âge de 50 à 69 ans, ont plus que 2 fois de chances de ne pas faire la mammographie. Donc, on trouve après, il y a les autres facteurs comme les immigrantes. Par exemple, les immigrantes ont 24% de ne pas faire la mammographie dans les 2 dernières, donc non, de ne pas faire la mammographie dans les 2 dernières années, comparant par rapport aux femmes non immigrantes. Donc, dans le SCC, heureusement, on trouve aussi, il y a d'autres raisons dans le module de mammographie. Est-ce que vous avez vous avez subi une mammographie dans les 2 dernières années ou non? Sinon, quels sont les raisons? Alors, on trouve multiples raisons qui ont été menées dans le SCC, aux alentours de 7, mais à vrai dire, j'ai fait une comparaison des raisons au fur et à mesure et voir les réponses les plus importantes, les plus élevées, si on peut dire ça. Donc, j'ai fait une comparaison entre les données de l'SEC de 2013-2014 par rapport aux données de 2009-2010. Pourquoi j'ai choisi l'année de 2009-2010? Parce que, comme je vous ai dit au départ, que cet article a été basé sur une mise à jour des données d'un article qui a été publié par rapport au recours à la mammographie, an update of mammography use, en 2008. Et c'était partout au Canada, c'est-à-dire donc selon aussi, il a étudié selon les provinces. Mais à partir de 2008, on trouve que le module de la mammographie est seulement posé seulement pour 4 provinces. Donc, de ce fait, en faisant cette comparaison des raisons, on trouve que, comme vous voyez, selon les femmes qui n'ont pas, les femmes qui n'ont pas fait, les 33% des femmes en Alberta n'ont pas subi la mammographie pour une raison que, selon elles, que ce n'est pas nécessaire. Dont la raison est de 32%, c'est-à-dire 32% des répondantes n'ont pas fait la mammographie en raison que, selon elles, que ce n'est pas nécessaire. Ou bien la raison que ce n'est pas nécessaire selon leur médecin, bien sûr en se basant sur leurs propos, dont on estime 26%, et d'où on trouve qu'il y a une augmentation, comme vous voyez, une augmentation de 2009 à 2013. Ces raisons, si on peut dire, a été augmentée entre ces deux périodes-là. Bien, pas les 2 périodes, mais entre les données de 2009, 2010 et 2013-2014. Aussi, on trouve ce qui est en jaune et ce qui est vraiment important à voir, on trouve 4% les raisons non identifiées. Ce qui veut dire qu'il y a des femmes, on trouve sur le SCC, on trouve les réponses, d'après vous, ce n'est pas nécessaire selon vous, est-ce que ce n'est pas nécessaire selon le médecin, et ainsi de suite. Il y avait cette raison. Au 7e ou bien à la 8e raison, il y avait autre. Donc, on ne peut pas vraiment, malheureusement, à l'SCC, on ne peut pas dire autre, c'est quoi exactement. Donc, c'est juste, il faut donc juste cliquer sur cette catégorie.
Et par la suite, ça m'a vraiment, comment dire, touché un peu ma curiosité comme chercheur de voir quelles sont ces raisons-là, parce qu'il y a une augmentation de 2 à 4% quand même. C'est important à voir quelles sont les raisons. Est-ce qu'il y a des raisons socio-culturelles qui expliquent ce non-recours à la mammographie? Donc, en général, on trouve de façon générale dans la discussion que la mammographie de dépistage, de façon générale, est une mammographie gratuite pour toutes les femmes. Mais à l'ECC, on trouve que cette mammographie n'est pas bien différenciée entre ce qui est dépistage et diagnostic. Et à vrai dire, on fait dans l'ensemble que, ce que je veux dire, 33% des femmes ont subi une mammographie soit de dépistage ou de diagnostic, n'ont pas plutôt fait une mammographie de dépistage ou de diagnostic, donc selon leurs propos de l'ECC 2013-2014. Dans les obstacles, ils sont des obstacles soit socio-économiques ou bien sûr par rapport à nos variables indépendantes. On trouve les femmes de 50 à 59 ans, les femmes divorcées, les immigrants d'origine européenne ayant un faible revenu, moins d'un diplôme d'études secondaires, pas de médecin, pas d'accès à un médecin de famille et avec une bonne évaluation personnelle de la santé, engendre les femmes de ne pas faire ou bien explique de non-recours à la mammographie chez ces femmes-là. Aussi, ce non-recours touche plus aussi les femmes fumeuses avec une obésité de plus de 40. Et l'obstacle socioculturel, si on peut dire, selon les raisons données dans le propos de l'ECC, ce qui n'est pas nécessaire selon les répondantes ou selon leurs médecins, et qu'il y a aussi d'autres raisons qu'on voulait vraiment savoir par la suite. On a par la suite décortiqué dans l'étude qualitative ce qui touche les barrières socio-culturelles. Donc, les autres, on ne sait pas identifier ce que je veux dire, c'est pas identifié dans l'étude quantitative, dans cette étude, mais à vrai dire, on a poussé un peu la recherche vers ce qui est qualitatif, de voir quelles sont les autres barrières non quantifiées, telles que les barrières socio-culturelles. Alors, par contre, il y a une chance d'avoir, par contre, ce qui m'a étonné aussi, que il y a d'autres facteurs qui expliquent ou qui donnent on trouve de chance plus de chances d'avoir utilisé la mammographie chez les participants ou bien les répondantes. Donc, les facteurs au niveau des facteurs socio-économiques, on trouve qu'il y a 28% de chances d'avoir subi la mammographie dans les dernières années pour les femmes qui habitent au niveau de RMR. Aussi les recensions métropolitaines, donc aussi les facteurs psychosociaux. On trouve qu'à peu près de 30% les femmes qui sont stressées ont 30% de chances de faire une mammographie dans les 2 dernières années. Donc, plus qu'elle habite les femmes qui habitent à RMR, au niveau, donc, ont de chances, presque 30% de faire une mammographie, d'être stressées aussi, 30%. Et le faible aussi, le sentiment d'appartenance à la communauté, ce faible-là l'encourage à faire la mammographie, si on peut dire ça, approximativement de 16%. Alors aussi, l'habitude de vie, plus que les femmes sont inactives, plus on trouve, selon les résultats aussi, quantitatifs, on trouve que l'habitude de vie aussi, concernant les habitudes de vie, les femmes qui sont inactives, donc moins d'exercice physique, d'activité physique, ont 33% de chances de faire une mammographie. Et l'obstacle au niveau de l'obstacle socio-culturel, on trouve que, malheureusement, la flèche, elle est tombée en bas, mais c'est pas grave. Donc, l'obstacle socio-culturel, on trouve que majoritairement, les femmes qui veulent qui ont fait la mammographie, en raison qu'on n'a pas eu l'occasion de s'en occuper. Donc, plutôt que cette raison a été diminuée suite à la comparaison des données de 2013 et 2009.
Donc, on se dit que, notre hypothèse ici, que ça pourrait que, avec le temps, que les répondants ou les femmes qui ont la chance de faire une mammographie, dans la raison de ne pas eu l'occasion de s'en occuper, ça veut dire que la problématique du cancer du sein, c'est une problématique qui occupe l'esprit des femmes de temps en temps, et par la suite, la raison de ne pas faire la mammographie diminue petit à petit. Alors, donc, pour bien évidemment les limites, comme on trouve dans toutes les limites dans les études, c'est vrai qu'on a fait une mise à jour des données, mais seulement en Alberta. Donc, on aimerait savoir est-ce qu'il y a une chance et que ce qu'on recommande aussi, d'avoir un accès plus large par rapport à ce module de la mammographie afin de décortiquer les raisons et voir le recours selon les provinces. Donc aussi, parmi les limites, ces données, ces résultats sont basés sur des données autodéclarées selon les réponses des répondantes. Donc, ce ne sont pas des réponses validées par des dossiers cliniques. Aussi, ce que j'ai dit déjà, que la mammographie, ce que je commence à mentionner, que la mammographie, il n'y avait pas vraiment une différence dans le SEC. On ne trouve pas ce que vous avez choisi, ce que vous avez fait une mammographie de dépistage ou de diagnostic. Donc, l'ensemble, c'était une mammographie soit de dépistage ou de diagnostic. Donc, c'est qui nous empêche, à vrai dire, de dire est-ce que ces raisons sont liées pour une mammographie de diagnostic ou de dépistage. Donc, à partir de ces raisons-là, et ce qui était prouvé significativement, on voulait vraiment voir les autres raisons socioculturelles sous une approche qualitative, bien évidemment, suite à cette analyse quantitative. Voilà, au général, donc, je vous remercie pour votre présence. Et donc, je remercie le professeur Janusz Kebzorski pour son encadrement pendant ce parcours doctoral. Aussi, Magali Girard, Jamel Berbiche et toute l'équipe de cher Dr Sadek Besrour en médecine familiale pour le support financier que j'ai eu de cette chaire. Aussi de la faculté de la FESSP, la faculté des études supérieures et postdoctorales, l'Université de Montréal, de m'avoir accordé une bourse avec la mission universitaire du Tunisien en Amérique du Nord. Et je remercie CQSS de m'avoir aussi, toute l'équipe, de nous avoir, je parle aussi pour tout le monde aussi, que je trouve qu'on a trouvé vraiment une atmosphère très encourageante pour élaborer nos analyses. Donc, je remercie toute l'équipe de CQSS. Merci. Merci, Rebecca, c'est gentil. Donc, on n'aura pas la deuxième présentation parce que Christiane est dans l'impossibilité de se joindre à nous aujourd'hui. Alors, moi, j'aurais une question. En fait, je me demande, est-ce qu'on constate, est-ce que vous avez regardé la littérature pour d'autres types de dépistage ou d'autres genres d'intervention? Est-ce que ces constats-là que vous faites sur le faible revenu, le fait de ne pas avoir de médecin de famille, est-ce que ça vient aussi avec d'autres tests là, de dépistage de maladies graves ou aussi graves que le cancer du sein, au moins graves? Là? Est-ce que c'est des patterns qu'on observe dans d'autres contextes aussi, d'autres types de maladies? C'est une bonne question. On ne m'a jamais demandé ça. À vrai dire, je ne sais pas, mais on sait très bien que, la maladie, le cancer, c'est une des maladies chroniques. Donc, ça touche énormément. C'est un fardeau pour tout le monde, pour bien sûr les malades et tout. Donc, mais je pourrais vous dire qu'au niveau des immigrants, ou bien le parcours d'immigration, un des facteurs
non-accès aux soins de santé de façon générale, soit pour le cancer du sein, soit pour les autres maladies. Et on trouve que l'accès de façon globale, soit les maladies chroniques ou autres, le moins recours est plus important pour ne pas avoir un revenu. Par exemple, ici, quand même on est chanceux d'avoir un accès à une mammographie de dépistage gratuitement. Dans d'autres pays, par exemple, aux États-Unis, c'est payant. Donc, ça dépend du système de santé. Et dans la revue narrative, dans l'étude de ma thèse au début, j'ai constaté que ces facteurs dépendent du système de santé et dépendent de revenus, soit de revenus ou bien des statuts socio-économiques de façon générale. Ah, parce que dans le contexte actuel de COVID, où c'est important la sensibilisation à différents groupes de la population, de faire des tests, de se faire vacciner. Est-ce qu'il y a des enseignements là, à tirer de ça? Est-ce que ça nous permet d'identifier des groupes auprès desquels on devrait faire plus d'efforts de façon générale là, en termes de sensibilisation à des problèmes de santé graves, par exemple. Tout à fait. En fait, ça m'a inspiré aussi, comment dire, ça m'a rappelé aussi des résultats. Un de mes résultats de mon étude qualitative à la fin, c'était porté pour les femmes immigrantes d'origine maghrébine. Donc, c'était une étude un peu, comme on peut dire, je l'ai fait depuis ma recherche, je l'ai fait depuis ma maîtrise, donc je me suis concentrée sur ce sujet-là. Et on trouve qu'au niveau de l'accès au système de santé, les femmes immigrantes de façon générale, ou bien les immigrants, c'est pour eux, dans leur parcours migratoire, toute une différence du système de leur santé, du système de leur pays natal et du système du pays d'accueil. Donc au Canada, on trouve, par exemple, dans l'étude qualitative, je trouvais que les femmes trouvent qu'elles veulent faire la mammographie, par exemple en Tunisie, qu'au Canada, parce que c'est vrai qu'en Tunisie, on frappe à la porte pour un carcinologue ou on frappe à la porte directement à un spécialiste directement sans passer par un médecin de famille, et c'est moins lent. Au niveau du coût, ça c'est un peu malheureusement on n'a pas à vrai dire, en Tunisie, on n'a pas des données comme les SQSS, on ne trouve pas vraiment des données comment dire, accessibles pour faire les statistiques de façon plus spécifique et significative. Merci. Charles, tu avais une question? En fait, merci pour votre présentation. Puis vous avez commencé un peu à y répondre. C'est ça, je voulais un peu creuser un peu les résultats, justement, selon le statut d'immigration. J'ai bien compris que vous ne pouviez pas distinguer selon le temps passé au Canada, mais votre statistique au début est assez parlante quand vous démontriez que, par exemple, les immigrants de moins de 10 ans donc, avaient un taux de mammographie quand même plus faible que les autres groupes. Mais bon, en même temps, j'avais un peu la réflexion en me disant, dans votre groupe d'âge, 55-69 ans, il y a assez quand même peu d'immigrants qui arrivent à cet âge-là. C'est dans le sens que c'est souvent des plus jeunes. Et l'autre aspect aussi étant que justement l'immigration récente, très souvent, pour immigrer, il y a tout un test, il y a quand même des tests médicaux qui doivent être passés. Là. Donc, mais j'aurais aimé vous entendre un peu plus justement sur ces différences selon le statut migratoire. Finalement, je comprends que ce n'est peut-être pas le facteur le plus important dans l'explication. Justement, l'accès aux médecins semble plus important, mais est-ce que vous parliez, par exemple, origine européenne versus, je ne sais pas trop laquelle, moins susceptible. Donc, j'aimerais ça vous entendre un peu, juste revenir sur ces résultats-là selon le statut migratoire. Ah oui, c'est une bonne remarque. Au niveau de... on sait très bien qu'Alberta est la 4e province au niveau de l'occupation des immigrants. Deuxième chose, on peut pas. Dans le départ, notre objectif était de faire une mise à jour d'un article qui a été mené en 2008, qui s'appelle un update of use mammography. Et c'était
Donc, on a suivi vraiment les variables socio-économiques, ce que vous avez trouvé selon le statut d'immigration. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire, comme je vous ai dit, de voir la différence de la durée de résidence vu l'échantillon. Au début, j'ai voulu vraiment faire la différence selon les provinces, Québec, Ontario, Alberta, et ainsi de suite. Mais bon, au niveau d'Alberta, moins d'échantillons, moins de possibilités, plutôt moins de possibilités de répondants immigrantes au niveau d'Alberta. Au niveau du tableau. Donc, je voulais vraiment vous montrer, si ça ne vous dérange pas, est-ce que ça vous dérange? Okay. Non, pas de problème. Merci. Juste, je dois vérifier. Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît. Vous voyez, ça c'était l'article. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit. Oui. Donc, si on passe à l'analyse multivariée, yeah. Voilà. Donc, on a vu selon place of birth. Aussi, j'ai voulu voir selon les continents. L'échantillon n'est pas suffisant pour faire selon la catégorisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme Canada et l'Amérique du Nord. Et bien sûr, c'était notre référence par rapport à l'Europe et autres. Donc, on trouve que l'Europe et ça coupe, donc c'était important. Donc, les femmes immigrantes de l'Europe ont plus de chances de ne pas faire la mammographie à 63%. Others, c'était plus donc autre que le Canada, le Nord-Amérique, l'Europe, c'est l'Asie, Océanie et tout. Mais malheureusement, au niveau, on parle de 1100 répondantes. Donc, c'est pour ça, même avec la pondération et tout, j'ai pas pu vraiment faire selon tous les continents. Ça, c'est une des limites. Non, mais c'est intéressant, je comprends. Puis je pense que votre explication sur le fait justement de votre étude qualitative, le fait, bien, effectivement, que peut-être certains ou certaines rentrent au pays pour pouvoir faire, tu sais, justement avec les difficultés d'accès aux médecins. Et donc, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif. J'étais étonné de voir Europe qui a moins de chance, et notamment par rapport aux autres groupes, mais en fait, qui ont plus de chances de ne pas en faire. Donc, peut-être effectivement, l'explication peut être couplée avec l'absence de médecins de famille. Finalement, peut-être que ce n'est pas fait au Canada, compte tenu des difficultés parfois d'accès. Oui. Mais, merci. Ça fait plaisir, oui, tout à fait. En fait, même le système de santé en Europe, de façon générale, par exemple en France, c'est presque similaire au système en Tunisie. Donc, c'est presque, je parle des années, je ne sais pas là maintenant, mais à vrai dire, dans les 3 ou 4 années dernières, c'est plutôt, si on peut dire, qu'il est plus accessible qu'au Canada. Donc, de façon générale, les immigrantes, selon bien sûr la littérature, que le parcours migratoire est un grand défi pour les immigrants pour s'habituer avec le système et aussi accepter un autre nouveau système de santé qu'on devrait passer par médecin de famille, qu'il y a aussi dans la littérature, dans la qualitative, il y a des femmes qui ne veulent pas faire la mammographie par peur de ne pas, par peur d'avoir un diagnostic positif et passer par tout un processus de soins dont des soins ne sont pas couverts par la RAMQ. Donc, elle ne voulait pas faire la mammographie, elle voulait que juste être en paix, et selon bien sûr les répondants donc, dans l'étude qualitative. À partir de toutes ces données-là, ça m'a encouragée de faire mon stage postdoctoral. Donc, mes recherches là maintenant sont concentrées sur le fardeau financier du cancer auprès des personnes touchées par le cancer. Donc, c'est... Intéressant. Merci. C'est fort intéressant.
Merci. Ben oui, c'est intéressant. C'est ça, j'avais demandé là, quelles sont les suites de votre projet de recherche. Donc, là, vous enlignez vers le fardeau financier associé à... Malheureusement, je voulais vraiment faire notre enquête au niveau du CES, le SEC aussi, mais vu la situation actuelle, donc on a plutôt ciblé les deux approches, une revue narrative et tout un scoping review, et donc je vais la présenter ça au CAPO, donc c'est une conférence en juin, donc je vous invite vivement, je vous enverrai le lien pour ça, et à partir de ça, on pense de faire une étude qualitative auprès des participants aussi, immigrants et non immigrants, parce que selon la littérature, il n'y a pas, jusqu'à date, il n'y a pas une étude qui a montré la différence de fardeau financier selon le statut d'immigration. Ouais, c'est bien intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va terminer ici pour cet après-midi. Merci d'avoir été parmi nous cet après-midi. Demain, je vous rappelle, on continue notre colloque des 20 ans du CIX à 10h30 avec un panel d'experts et d'expertes. Et on espère que vous serez au rendez-vous. Oui. Bonne fin de journée.